17h03 sur Europe 1, on poursuit notre émission jusqu'à 18h en direct, bien sûr. Elliot Deval-et-vous. On va parler d'un sujet qui pourrait bouleverser notre rapport à la vie, à la mort. Ça va se jouer ce soir à l'Assemblée nationale à partir de 19h, le vote définitif concernant ce qui a été appelé comme la loi sur la fin de vie, sur l'aide à mourir. Ils ont refusé les termes suicide assisté, euthanasie, par faiblesse diraient certains, par empathie diraient d'autres, par lâcheté diraient certains également. Après 2 ans de débat, le jour le plus long à l'Assemblée avant le vote de la loi sur cette fin de vie. Thibaut Barranger est avec nous, vous êtes chargé des affaires publiques de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Je voudrais qu'on écoute attentivement le sujet de Louis de Ragnel parce que c'est aussi l'heure du doute pour les députés. L'heure du doute également pour visiblement le Premier ministre qui veut solliciter le Conseil constitutionnel, être certain que cette loi est bien légale, entre guillemets. Je vous propose d'écouter Louis de Ragnel. Oui, à commencer par le délai de rétractation des malades. Le texte actuel prévoit 2 jours de réflexion, c'est trop peu pour le Premier ministre. Autre disposition qui pose problème, la liberté des établissements privés. Des institutions comme les Petites Sœurs des Pauvres qui ne pratiqueront jamais l'euthanasie l'ont déjà annoncé. Pour se conformer à la loi, elles n'auront d'autre choix que de fermer leurs portes. Sébastien Lecornu veut leur laisser la possibilité de continuer leur mission sans avoir à proposer le suicide assisté ou l'euthanasie. Pour terminer, la question de la capacité des majeurs protégés inquiète le Premier ministre. Un sujet soulevé par le député LR Philippe Juvin qui déplorait il y a quelques jours « Un malade sous curatelle ne peut pas gérer son compte bancaire seul, mais va pouvoir demander tout seul de se faire euthanasier ». Du côté de Matignon, on défend une initiative personnelle du Premier ministre, peu à l'aise sur le sujet, une initiative qui n'empêchera pas pour autant, sauf coup de théâtre des députés, l'adoption dans les prochaines heures de l'euthanasie et du suicide assisté. Et je le disais donc, Thibaut Barranger est avec nous. Thibaut Barranger, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des affaires publiques de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Comment les personnes, les soignants qui sont actuellement en soins palliatifs, qui s'occupent de ces malades qui sont en soins palliatifs, qui ont dédié leur vie aux malades qui eh bien, sont sur le point de nous quitter, de mourir. Comment ces soignants vivent aujourd'hui ces dernières heures avant le vote définitif, Thibaut Barranger ? Écoutez, il y a beaucoup de craintes et beaucoup d'angoisse. Moi, je ne suis pas soignant, je travaille en fait pour la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, qui est une société savante qui réunit tous les soignants de soins palliatifs en France. Et mon travail, c'est de les aider depuis maintenant 5 ans à discuter avec les pouvoirs publics et les médias, à faire valoir leur point de vue. Et depuis plusieurs années maintenant, les soignants disent à peu près la même chose. Ils disent qu'ils pensent que le principe même de cette loi est dangereux pour les patients. Ils disent aussi que ça n'est pas leur travail, que donner la mort ne peut pas être considéré comme un acte de soin. Et malgré toutes ces alertes, malgré des multiples rencontres, j'ai travaillé avec 8 équipes au ministère de la Santé depuis le début des discussions autour de ce texte. 8 équipes qui se sont succédées. Et malgré toutes ces alertes, en réalité, ce que l'on voit, c'est que le législateur, les députés, la petite majorité en fait de députés favorables à cette loi, n'a pas souhaité intégrer les demandes, les alertes que portaient en fait ces soignants. Sachant que ces alertes sont très concrètes. Par exemple ? Eh bien, c'est un débat qui a plusieurs étages, si vous voulez. Il y a un étage qui peut être un étage de type moral. Est-ce qu'il est bien ou pas bien de pouvoir donner la mort ? Et puis, il y a aussi un étage qui est un étage pratique. Et ça, c'est l'étage... pas le plus important, mais c'est aussi un étage essentiel avant d'aller voter cette loi, l'étage pratique. C'est l'étage des soignants. Et je vais vous donner une illustration très simple. Aujourd'hui, la demande de mort, c'est-à-dire le souhait exprimé par une personne de dire « Écoutez, docteur, j'en peux plus, j'ai envie que ça s'arrête », cette demande, elle existe, elle est fréquente, elle est relativement fréquente, et on n'a pas attendu les débats pour que cette demande-là, elle existe. Et on n'a pas non plus attendu les débats pour y apporter une réponse. La réponse qu'on y amène, c'est celle du soin. Ce que propose de changer cette loi demain, c'est de dire, eh bien en fait, jusqu'à maintenant, quand on me demandait la mort, je disais pourquoi. Et
parce que j'ai mal, parce que je ne vois plus telle ou telle personne, parce que je ne peux plus aller chez moi, parce que plein de choses. Le travail des soins palliatifs, c'est d'essayer de résoudre toutes les causes qui font qu'une personne demande la mort. Demain, cette loi va venir et leur demander de dire pas pourquoi, mais quand ou comment. Et donc forcément, si vous voulez, ça crée un immense malaise chez ces soignants. Et à titre d'exemple, les soignants ont dit donc voilà, on n'aime pas cette loi, mais si vous y allez, au moins faites une commission a priori qui décidera en dehors du cadre médical si la personne a accès ou non. Parce que je ne peux pas être jugé parti. Je ne peux pas être le médecin qui suit la personne et celle qui va décider si oui ou non tu as accès à ce qu'on appelle l'aide à mourir. Cette demande, par exemple, a été refusée. Et refusée à plusieurs reprises. Eh bien, quel était l'argument qui était donné pour refuser cette demande, qui est en plus une demande, là aussi, c'est une demande de bon sens d'une personne qui est sur le terrain, d'un médecin, et vous avez des technos de bureau qui vont vous expliquer que pour le progrès, vous avez un médecin qui doit soigner et ensuite un médecin qui doit tuer. Je vous assure, je suis toujours très ému quand je parle de ce sujet-là parce que je me demande dans quelle société on est en train de basculer. Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que dans notre société, on imagine cette administration de la mort ? En fait, je crois qu'il y a une ambiguïté. Vous me demandiez tout à l'heure pourquoi ce type de demandes des soignants, qui sont des demandes très concrètes, hein, la question de la commission de contrôle, c'est une question très concrète. Pourquoi cette demande n'a pas été envisagée ? Et en réalité, on a vu au fil des débats, au fil des interlocuteurs, des dizaines, des centaines de parlementaires qu'on a pu rencontrer, ou des dizaines de conseillers ministériels, de ministres, qu'il y a une ambiguïté entre une loi qui souvent est présentée comme une loi d'exception. Il y a quelques cas, des personnes sera pas le cas, on le sait, qui souffrent beaucoup et qui n'ont pas de solution. Et cette loi est faite pour apporter cette solution à une poignée de personnes. Et puis la réalité de ce qui est écrit. La réalité de ce qui est écrit, c'est que c'est une loi qui est prévue pour un accès le plus large possible, le plus rapide possible à ce qui a été appelé l'aide à mourir. Et c'est à ce titre-là, en réalité, que la commission de contrôle a été refusée. C'est parce qu'on a estimé que la commission de contrôle, finalement, bloquait un peu trop la procédure. Alors qu'il y a des pays où ça se fait. Par exemple, si vous prenez l'Autriche, l'Autriche a un système un petit peu complexe avec un notaire, etc., de contrôle, parce qu'il est assumé que l'accès au suicide assisté en Autriche doit être difficile. En France, le législateur, même s'il ne le dit pas, montre en réalité, parce qu'il l'écrit, qu'il veut une loi qui s'applique le plus largement possible et le plus vite possible. C'est pour ça qu'il y a un malaise. Jules Torres, on va aller sur le terrain politique. Ça peut se jouer à quelques voix près cet après-midi ? Moi, j'y crois pas. En première lecture, le texte avait été voté, je crois, par 295 députés. Il y en avait 232 qui avaient voté contre. Et je pense pas qu'il y ait 40, si on veut faire le gros trait, qui ont changé d'avis. Il faut quand même le dire, parce qu'on entend beaucoup de mensonges. Ça a commencé par le débat, droit à mourir, suicide assisté, euthanasie. Déjà sur la sémantique, ça a commencé. Puis ensuite, on vous disait, mais 70%, on a reçu des personnes de la DMD, par exemple, qui nous disaient que 70% des Français étaient favorables à ça. Bon, en fait, quand vous regardez, c'est beaucoup plus compliqué. Les Français sont très favorables aux soins palliatifs. Mais c'est sûr que quand vous demandez aux Français si vous êtes pour le droit à mourir, ils vous répondent peut-être plus facilement oui que si vous leur demandez s'ils sont pour l'euthanasie. Et c'est là, en fait, ce débat, il a été vicié du début à la fin. Et c'est pour cela que je considère que le Sénat, d'abord, a eu tort de ne pas faire une troisième lecture, puisque ça aurait permis, là, en tout cas, je ne sais pas si ce texte serait passé de telle manière qu'il est rédigé aujourd'hui. Ensuite, je trouve que Sébastien Lecornu, je lui en veux pas forcément à lui, mais je trouve pas très courageux de rejeter la patate chaude au Conseil constitutionnel, parce qu'il faut quand même le dire aux auditeurs d'Europe 1, Sébastien Lecornu est défavorable à ce texte. Il est viscéralement opposé à ce texte, en tout cas tel qu'il est rédigé, puisque selon les chiffres, le texte actuellement rédigé pourrait ouvrir l'euthanasie à quasiment 1 million de personnes. Donc on ne parle pas juste d'une petite exception de quelqu'un qui souffre. 1 million de personnes qui, dès le mois prochain, pourraient être intégrées dans ce processus-là. Et enfin, pourquoi rupture anthropologique ? Parce qu'on n'est pas dans une société qui, en tout cas, ordonne la mort. On est dans une société qui protège la vie. Quelques exemples. Quand je prends mon scooter, je suis obligé de mettre mon casque. Pourquoi ? Parce qu'on protège ma vie. Quand je suis en voiture, je suis obligé de mettre une ceinture de sécurité. Demain, j'ai pas le droit, par exemple, de vendre certains de mes organes. Pourquoi ?
même si si c'était volontaire. On m'oblige certaines fois, la société et l'État, à prendre des vaccins que je n'aurais pas forcément envie de prendre. Donc on vit dans une société qui protège la vie. Et c'est pour ça que je considère que cette loi va être une loi qui sera une sorte de rupture anthropologique et même, disons-le, parce qu'il faut utiliser des mots qui sont à la portée de ce texte, un changement de civilisation. Elisabeth Assayag, le regard que vous portez sur cette loi qui doit être votée, le vote définitif qui doit être effectué aux alentours de 19h ce soir. Quand tuer devient un soin, ça pose une vraie problématique. Et là, je me dis que si ça passe, les soignants d'aujourd'hui, ils ont cette conscience, ils vont pas tout changer, j'ose espérer, du jour au lendemain. Mais je pense aux futures générations de soignants qui vont l'intégrer, qui vont l'avoir peut-être dans leur cours de médecine, ce sera peut-être intégré. Donc, ce qui sera intéressant de regarder, c'est la position sur ce sujet des futurs candidats à la présidence de la République. Quelle est leur position? Et si cela devait passer, est-ce que le futur ou la future présidente pourra modifier quelque chose? Parce que la médecine, je le dis, je le répète, doit soigner et accompagner. Mais la médecine doit soigner et accompagner. On a tous et on sera tous touchés à un moment ou à un autre à ces questions pour nos proches, peut-être pour nous-mêmes, évidemment. Donc, forcément, le prochain président ou la prochaine présidente devra revenir si cette loi passe. Et sur les lois bioéthiques, on revient jamais. Ce que je peux vous proposer, c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui souhaitent réagir, c'est qu'on continue d'en parler après une courte pause. N'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21. On sera avec Laurence qui nous appelle de Nancy et qui est médecin gériatre. Merci d'être avec nous, chère Laurence. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Bonjour Elliot. Bonjour Laurence. On fait une courte pause, Laurence. Pas de souci. Et vous allez nous dire pourquoi vous êtes viscéralement opposé à cette loi. Sur Europe 1, nous sommes en direct pour Elliot de Vallée-vous, toujours avec Jules Torres, Elisabeth Assayag et notre invité Thibaut Baranger, chargé des affaires publiques de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Car ce soir, c'est un tournant anthropologique, disait Jules, et même civilisationnel, c'est-à-dire que ce soir, les députés doivent voter après 2 ans de débat sur cette loi sur la fin de vie. Est-ce que demain, un médecin qui a choisi de s'engager en médecine pour protéger la vie, pour soigner, devra administrer la mort? Laurence est en direct avec nous. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Elliot. Je le disais pour les auditeurs qui nous rejoignent et que vous êtes nancéenne, vous êtes surtout médecin gériatre. Quel regard vous portez sur ce qui se joue cet après-midi à l'Assemblée nationale? Je suis effondrée. Je suis effondrée déjà de tout ce qui se passe. Mais alors là, concernant la loi de fin de vie, on avait des textes qui ont été quand même savamment pensés, avec des histoires quand même bien connues et où vraiment on a tout ce qu'il faut à notre disposition, même dans les petits hôpitaux, pour faire en sorte que les gens terminent leur vie dignement. Je vais prêter le serment d'Hippocrate où je dis que je veux soigner les gens. Il est hors de question et j'irai en prison s'il le faut. Je ne donnerai pas la mort volontairement. D'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce que les médecins vont pouvoir refuser? Non. Pour l'instant, oui. Mais vous doutez bien que les évolutions de la loi vont être rapides, tout comme elles l'ont été dans d'autres pays. Et nous, on a cette possibilité encore en tant que médecin, mais par contre, les infirmières, il me semble qu'elles vont être obligées. On est toujours avec Thibaut Baranger qui est chargé des affaires publiques de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Précision, est-ce que les infirmiers pourront refuser? Les médecins ont une clause de conscience spécifique, voilà, un peu comme c'est le cas aujourd'hui dans l'IVG. Et les infirmières ont aussi une clause de conscience spécifique. Mais la difficulté en réalité, c'est la condition qui est assortie à cette clause de conscience. C'est-à-dire qu'on a le droit de l'activer à la condition qu'on adresse le patient sans délai vers un professionnel disposé à le faire. Et c'est là où on rentre dans la réalité du terrain. Moi, je ne peux pas le faire, mais je vais vous présenter mon collègue qui va le faire dès ce soir et qui va vous administrer la mort. Et vous arrivez dans des choses très compliquées. Par exemple, je ne sais pas, vous prenez de l'hospitalisation à domicile dans un territoire rural. Je sais pas, vous allez dans la Creuse ou vers Châteauroux. Et donc, vous avez une HAD. Donc, c'est un établissement, techniquement, une HAD. Et vous avez, je ne sais pas, 2-3 médecins. Si vous avez 3
médecins qui sont objecteurs. Et c'est ça qui va se passer, parce qu'en fait, comme au Canada, comme en Belgique, il y a très peu de praticiens qui sont prêts à faire ce geste. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites concrètement? Vous trouvez un généraliste, vous le faites en vous disant tant pis, je me bouche le nez, mais sinon ce sera quelqu'un d'autre. Comment ça va se passer? Vous voyez, il y a ce qu'on écrit, ce dont on débat à l'Assemblée, c'est une chose, mais demain, les députés, eux, ils passent à autre chose. Le texte, lui, une fois qu'il est voté, demain, c'est le problème de tous les soignants. Et donc on peut dire, tiens, tu as une clause de conscience, donc comme ça tu n'as pas de problème, etc. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que comment j'oriente sans délai? Concrètement, Laurence est toujours avec nous, c'est un échange absolument passionnant. Au contraire, ne vous excusez pas, Laurence, je voulais vous donner la parole, allez-y. Pas de souci. Mais comment peut-on dire à quelqu'un d'autre de faire ce que nous on veut pas faire? Et comment, vous vous rendez compte ce que ça va impliquer vis-à-vis des gens de devoir leur expliquer non, je ne suis pas d'accord, non, c'est waouh, c'est dramatique. Et puis, Je suis médecin gériatre, je fais de l'évaluation de la fragilité, de l'évaluation chez des patients qui ont des troubles cognitifs, qui ne sont pas en capacité de dire s'ils souhaitent ou pas avoir recours à l'euthanasie, parce que moi j'appelle ça de l'euthanasie. Tous leurs beaux termes et c'est m'effraie. En tous les cas, moi j'ai de la chance d'avoir 60 ans. Laurence. C'est ce que je me dis. C'est tellement triste d'entendre votre témoignage. Pourquoi ils ne parlent pas, juste une question, parce que ça c'est une vraie... Pourquoi ils ont préféré le terme aide à mourir et pourquoi ils ne parlent pas d'euthanasie aujourd'hui pour que les choses soient claires, Thibaut Barranger? Alors là, je vais prendre ma casquette de prof. Alors, le professeur qui parle dans le micro, s'il vous plaît. Pardon. Je vais reprendre ma casquette de prof d'affaires publiques et de communication politique. Il y a les raisons invoquées pendant le débat. Et le rapporteur, Olivier Falorni, a dit à plusieurs reprises que le terme d'euthanasie, c'est un terme qui avait été, je reprends ces mots, souillé par l'histoire, parce qu'il faisait référence au programme d'euthanasie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis après, il y a la réalité. Exactement. Oui. Et ensuite, il y a la réalité de la communication politique. Quand vous prenez le terme aide à mourir, il y a plusieurs choses dedans. Vous avez le mot aide. À partir du moment où vous aidez, vous êtes du côté de la compassion. Oui, vous êtes le camp du bien. Vous aidez. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Et puis, il y a le terme mourir. Et si vous voulez, c'est un euphémisme ici, le terme mourir. Puisque le terme mourir, il occulte, il cache une réalité qui est que derrière, il y a un geste létal quand même. C'est-à-dire qu'il y a un soignant qui fait un geste létal. Et donc, si vous voulez, ça crée ce qu'on appelle un virus sémantique en réalité. C'est-à-dire que quand vous employez ce mot, vous intégrez déjà une partie du raisonnement. Et c'est ce choix qui a été fait. C'est un choix qui n'est pas neutre. Vous savez que le langage a une grande influence sur les idées et sur la manière dont un débat se conduit. Il est beaucoup plus difficile d'être contre une aide à mourir que contre une euthanasie ou un suicide assisté. C'est le choix qui a été fait en France. Mais là, c'est la sémantique. Mais factuellement, qu'est-ce qui différencie l'euthanasie de ce qu'il va se passer en France demain si la loi est votée? Rien. En réalité... Qu'est-ce qui va se passer demain? Une fois que la loi est votée, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer demain? La terminologie, derrière cette aide à mourir, il y a deux gestes en réalité dans la loi. Il y a un geste de suicide assisté qui est un geste par défaut, c'est-à-dire qu'un médecin prescrit, selon certaines conditions, une substance létale et aide plus ou moins la personne à se l'administrer avec une perfusion, avec la haute autorité de santé va préparer des protocoles pour tout cela. Mais ça n'existe pas déjà, ça? C'est-à-dire? C'est pas déjà fait dans certains cas, de cancer, de maladies incurables où il y a un accompagnement vers la fin. Ça existait déjà. C'est-à-dire, alors les soins palliatifs accompagnent tous les jours vers la fin. Vers la fin, voilà, c'est ça. Ouais, mais avec une substance ou pas? Jamais pour provoquer la mort, en réalité. D'accord. C'est-à-dire que la distinction, la nuance, aujourd'hui, une partie des parlementaires favorables à cette loi explique que cette loi n'est que la continuité du droit existant. La continuité de la loi Claes-Leonetti, et que finalement, bon an, mal an... C'est qui le conteste, Dans les colonnes du Figaro aujourd'hui, d'ailleurs, il faut lire l'interview de M. Leonetti, qui est extraordinaire, extraordinaire parce que aujourd'hui, c'est un homme qui est abattu, qui ne comprend pas comment des politiques peuvent présenter cette loi comme une loi de progrès, alors que lui-même parle d'une loi prolongement de sa propre loi. De régression.
Il y a une Dis-moi. cassure fondamentale Évidemment. entre les deux actes. Non, mais je veux vraiment qu'on revienne sur le concret. Qu'est-ce qui va se passer demain? Donc vous dites, soit il y a une ordonnance qui est faite, on va administrer une substance, on fait une ordonnance. On fait une ordonnance. Sur cette ordonnance, vous dites, on va administrer ce produit qui va être prodigué par cette personne? Alors, Ce médecin, pardon? prenons un cas concret. Je suis généraliste, vous êtes à domicile, vous demandez l'aide à mourir. Le médecin, votre généraliste, va regarder les fameux critères présentés comme stricts. On pourra revenir après sur ce sujet. Vous remplissez les critères, et donc là, le médecin a 15 jours pour vous répondre. Il vous dit « Ok, tu as le droit ». Vous avez 2 jours pour réfléchir, et ensuite, l'acte peut avoir lieu. Cet acte, c'est, premier cas, un suicide assisté. Le médecin vous fait une ordonnance. Vous allez ensuite demander à votre pharmacie le produit. Non, c'est pas vrai. C'est à la pharmacie. Et ensuite, la pharmacie va vous délivrer un produit, mais ce n'est pas un produit industriel. C'est un produit qui va être fait à l'hôpital, dans les pharmacies hospitalières. Puisque chaque produit, si vous voulez, J'entends. sera adapté à la personne qui le demande. Et ensuite, en fonction de votre état de santé, en fonction de ce qui n'est pas précisé encore, il y aura une forme d'auto-administration du produit, une perfusion, quelque chose. Ça, c'est le premier cas. Et il y a un deuxième cas prévu dans la loi, qui est l'euthanasie, et où il est écrit « Si vous n'êtes pas en capacité de vous l'administrer, alors un tiers soignant, qui sera soit un médecin, soit un infirmier, vous l'administrera. » Donc c'est obligatoirement un soignant, ça peut pas être un proche qui administre la mort. Mais... En revanche, est-ce que c'est un proche, pardon Elisabeth, et je vous donne la parole dans un instant, mais est-ce que c'est un proche qui peut faire la demande d'administration de la mort? Non, bien sûr que non. Un proche peut pas faire la demande, elle doit être personnelle. Néanmoins, la question qui se pose, c'est la question de l'entourage et la question des pressions. Un grand sujet, et ça fait écho tout à l'heure au témoignage qu'on a eu de cette médecin gériatre, il y a un sujet qui a été, à mon sens, trop absent du débat. C'est le sujet des EHPAD et le sujet du grand âge. Aujourd'hui, 1/4 des personnes qui meurent en France sont en EHPAD. Aujourd'hui, 1/3 des EHPAD n'ont pas de médecin traitant, de médecin coordonnateur. Aujourd'hui, une grande partie des EHPAD n'ont pas d'infirmière à la nuit. Aujourd'hui, en France, 1,5 million de personnes ont une maladie neurodégénérative de type Alzheimer et seulement 1/3 est diagnostiqué, dont une grande partie des personnes sont en EHPAD. La question des EHPAD, c'est une question majeure qui n'a pas été traitée dans ce débat, puisqu'il ne vous aura pas échappé que les gens qui vont mourir sont souvent les gens les plus âgés. Et là se pose la question des pressions. Quelle est la pression des proches? Quelle est la pression d'être dans un EHPAD où vous n'avez pas voulu être? Quelle est la pression quand vous commencez à perdre votre discernement, mais que finalement, ce n'est pas diagnostiqué? Que va dire le médecin? C'est diagnostiqué? C'est pas diagnostiqué? On en pense quoi? Que vont dire la famille? L'entourage n'est pas toujours bienveillant. Parce qu'il faut pas, pour l'Alzheimer par exemple, vous avez des changements de comportement, des sautes d'humeur. Lorsque c'est pas diagnostiqué encore, vous pouvez avoir les premiers symptômes. C'est un comportement qui change, c'est un rapport au quotidien qui peut être complètement différent sans qu'il soit forcément diagnostiqué. Imaginez une personne en EHPAD atteinte d'Alzheimer mais non diagnostiquée qui a envie d'en finir et on ne savait pas qu'elle était... C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est tout le problème de cette loi. En réalité, elle essaye de classer, si vous voulez, des situations cliniques et on sait que ce n'est pas possible. Bon, vous restez avec nous, on devait en parler qu'une demi-heure, mais je pense qu'on va passer le reste de notre émission sur ce sujet. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21. Laurence, médecin gériatre, est toujours avec nous. On sera avec Pierre qui nous appelle de Bourgogne ou encore Émilie qui nous appelle depuis Paris. À tout de suite sur Europe 1.